on va résumer la première partie de Sweet Sixteen de Annelise Heurtier. D'abord, il y a un tout petit passage qui se passe en mai 1954. On est dans une salle de classe et le professeur demande si quelqu'un veut bien se porter volontaire. On ne sait pas trop pour quelle mission et personne ne veut se porter volontaire, donc tout de suite le professeur ramasse ses affaires et passe à la question suivante. Et puis au bout d'un moment, il y a une fille qui a le doigt levé en l'air et elle s'appelle Molly. Petit à petit, elle a levé la main et elle se porte volontaire. Et tout le monde autour d'elle, les autres enfants lui disent « Mais t'es cinglé ou quoi? Tu fais une blague ou tu veux juste montrer le plafond ?» Et du coup, elle dit « Non, moi je suis volontaire » pour tenter cette expérience. Et en fait, on voit dans les pensées de Molly qu'elle pense que cette expérience va probablement pas devoir se réaliser parce que ce n'est pour l'instant qu'un jugement de justice. Nous, on ne sait pas encore quoi. Le professeur, elle a une réaction un petit peu difficile à comprendre. On ne sait pas si elle est inquiète ou si elle désapprouve, si elle est surprise ou si elle est fière, mais en tout cas, elle ne fait pas de commentaires. Et à la fin, Molly, elle dit « On ne sait jamais, si jamais c'est possible, c'est quand même quelque chose à ne pas laisser passer ». Ensuite, il y a un premier chapitre qui s'appelle Grace. C'est en 1957, donc 3 ans après la conversation qu'il y a eu dans la salle de classe. Et on voit que c'est des jeunes filles riches, elles ont 15 ans, et elles sont toutes dans une chambre où elles se racontent des trucs de petites jeunes filles de leur âge. Elles parlent d'un chanteur qui s'appelle Johnny Mathis, et elles sont toutes amoureuses de ce chanteur qui les fait rêver, mais elles ont des caractères différents, donc elles réagissent pas toutes de la même façon. Grace, elle est maigre, blonde, et elle est déjà en train de s'imaginer avec le chanteur. Elle est assez libérée, ça la fait rire. À côté, il y a Judy. Elle est plus timide, elle ne dit rien, mais on voit qu'elle aussi, elle regarde le chanteur d'un air un peu amoureux. Il y en a une troisième qui s'appelle Dorothy. Elle, c'est la fille de quelqu'un qui est un grand directeur de cabinet d'avocats. Et Grace va dire quelque chose d'un peu surprenant. Elle va dire que oui, Johnny, il est bien, mais il est quand même pas aussi attirant que Elvis, qui a un déhanché exceptionnel. Du coup, celle qui est timide, elle est gênée d'entendre des remarques comme ça. Et Grace, elle dit c'est bon, t'exagères, et elle se met à l'imiter, à rigoler. Ensuite, on découvre la quatrième fille, qui est Brooke. C'est chez elle que tout le monde est invité. Et elle calme un peu Grace, elle dit arrête, si ma mère t'entend chanter Elvis, t'auras plus le droit de venir chez nous. Parce que Elvis, il est mal réputé. Y en a qui disent que sa façon de danser, elle est trop vulgaire. Ensuite, Grace va dire que de toute façon, Elvis va venir chanter dans leur ville. Elle dit, je le sais parce que je l'ai lu dans un journal qui s'appelle La Presse de l'Arkansas. Et là, on va voir qu'il y a quand même des tensions raciales à cette époque et dans ce lieu, on suppose que c'est en Amérique, parce que c'est un journal de Noirs. Eux, ils ont un vocabulaire très condescendant quand ils en parlent, et il est tenu par une féministe qui en plus se bat pour l'égalité des droits. Et du coup, les autres filles sont choquées, elles disent « Mais comment ça se fait que tu as pu lire ce journal ?» Et elle dit « Non, vous inquiétez pas, j'ai pas donné un seul centime à ce journal, c'est ma bonne qui m'a découpé l'article sur Elvis parce qu'elle sait que je l'aime bien. » Et ils vont parler d'un jugement qui s'appelle Brown versus Board of Education of Topeka. Bon alors, je suis désolée, dans tout le livre, il y a plein de mots en anglais, mon accent anglais est une catastrophe. Bref, et du coup... elles disent que c'est un jugement qui est aberrant parce qu'il n'est pas question que les enfants noirs aillent dans la même école que les enfants blancs. Parce que d'après elles, il y a une preuve scientifique qu'ils sont beaucoup plus intelligents et qu'ils ne peuvent pas aller ensemble à l'école et qu'en plus ça menace l'autorité de l'État. Et du coup, ces jeunes filles, du haut de leurs 15 ans, tiennent comme ça des propos qui aujourd'hui nous paraissent complètement choquants, mais qui dans leur milieu à elles, à ce moment-là, étaient la norme. Voilà, c'est la fin du résumé de la toute première partie et on poursuivra très bientôt. On continue le résumé du livre Sweet Sixteen. On est maintenant du point de vue de Molly. Elle se lève, va préparer son déjeuner et elle se rend compte que la feuille du calendrier est tombée. Il manque du lait, donc elle se décide à aller en acheter avant que sa mère et sa grand-mère se réveillent. Et là, en sortant, elle enjambe la date et nous on apprend qu'on est en 1957. 3 ans se sont écoulés. Molly marche dans la rue, on voit que les rues sont sales, il y a des poubelles éventrées et elle croise une jolie dame avec un chapeau en forme de cloche et une grosse fleur qui lui donne un air élégant et frivole. Cette femme se bouche le nez en croisant Molly parce que elle veut montrer son dégoût, mais elle n'est pas dégoûtée par les poubelles, elle est dégoûtée par Molly elle-même. Cette dame blanche est dégoûtée simplement de croiser Molly. Molly poursuit sa route parce qu'elle est habituée à ce genre de réaction des gens et elle raconte comment est son environnement.
les dalles sont pas terribles et il y a une école qui n'est jamais rénovée avec un banc en fer qui est sous un arbre qui est crevé, qui doit être abattu. Et elle se rend bien compte que les matériaux, les bâtiments qui sont dédiés aux personnes noires sont mal entretenus. La loi serait que les gens sont égaux mais séparés. Les blancs et les noirs auraient les mêmes droits, mais n'auraient pas le droit de fréquenter les mêmes lieux. Et pourtant, par exemple, dans un magasin, quand il y a des toilettes pour les noirs, elles sont au bout de nombreux couloirs, elles sont sales et pas entretenues. Pareil pour les fontaines à eau, pareil pour l'école. Et Molly s'approche de la rentrée et elle se rappelle que 3 ans avant, elle a accepté d'être volontaire pour intégrer une école de blancs, l'école de Little Rock. Ça fait tellement longtemps, ces 3 ans, qu'elle se rappelle même plus de cette portée volontaire. Elle n'en avait pas parlé ni à sa mère ni à sa grand-mère parce que la ségrégation, c'est-à-dire la séparation entre les noirs et les blancs, était encore tellement forte et tellement violente à cette époque qu'elle s'est dit que de toute façon, on l'empêcherait d'accéder à cette école. Donc, même si elle était volontaire, ça ne l'engageait à rien. Seulement, maintenant, ça se rapproche. On est le 20 août et dans 11 jours, ce sera la rentrée. Elle rentre à la maison et sa mère, Erin, reçoit un appel. Elle reste bouche bée et ne parle pas. Molly, elle vit seule avec sa mère et sa grand-mère parce que son père est parti et elle se dit, si ça se trouve, c'est simplement son père qui lui annonce qu'elle va avoir un demi-frère ou une demi-sœur, ou alors c'est la guerre contre les soviétiques, ou alors c'est une histoire de divorce entre Grace Kelly et son prince français. Bref, elle regarde sa mère qui raccroche le téléphone et sa mère lui dit qu'elle a été informée qu'elle est sélectionnée pour rentrer au lycée central de Little Rock. Au début, elle dit ça d'une voix normale, et puis d'un coup, elle se met à hurler. Elle se fâche contre sa fille, elle lui dit « Mais est-ce que t'es folle? Est-ce que tu te rends compte que t'es qu'une petite dinde? Il y a des gens qui se sont fait lyncher. » Alors lyncher, c'est un mot qui est passé dans le langage courant, mais à l'origine, ce mot, ça ne veut pas simplement dire se faire disputer, ça veut dire se faire tuer à coups de pierre par la foule. Et il y a vraiment des gens qui se faisaient attaquer quand les Blancs considéraient qu'ils n'étaient pas restés à leur place. Ça pouvait être pour un simple regard ou des choses comme ça. Donc la mère de Molly est très en colère qu'elle décide d'aller dans ce lycée de Blancs. Elle lui dit même qu'elle met toute la famille en danger. On va résumer rapidement la deuxième partie du 2e chapitre qui s'appelle Molly, du livre Sweet 16 de Annelise Heurtier. Molly est donc entrée chez l'épicier et on va voir qu'elle est très mal accueillie. D'abord, l'épicier sert les autres clients qui sont présents, qui sont des dames blanches, mais pas elle. Et ensuite, il l'ignore. Elle reste dans un coin, il fait des comptes, il fait claquer les pièces et elle essaye de tout sauter pour attirer son attention, mais lui, il ne la regarde pas. Au bout d'un moment, elle finit par lui dire qu'elle vient pour acheter du lait et lui, il lui répond qu'il n'y en a pas. Alors qu'en réalité, il y a des bouteilles de lait qui sont visibles derrière lui. Donc Molly lui dit « Mais s'il vous plaît, j'en ai besoin », quelque chose comme ça. Et lui, il se fâche et il répond « Comment tu vas faire pour aller à l'école? Regardez-moi ça, ça veut aller à l'école. » Et ils sont même pas capables de comprendre ce qu'on leur dit. Et du coup, Molly comprend qu'en fait, c'est parce qu'il est fâché du fait qu'elle veuille rejoindre une école qui est prévue pour les Blancs, parce qu'il est contre que la mixité raciale soit mise en place. Du coup, il est insultant et il est méprisant envers Molly, qui doit repartir sans son lait. Du coup, elle est triste et elle va faire une deuxième mauvaise rencontre. Elle est en train de marcher et d'un coup, il y a un vieux monsieur noir qui va l'attraper par le bras et qui va la secouer en lui disant « Mais quelle idée de vouloir aller dans une école pour les Blancs, tu devrais déjà être bien contente qu'on ait une école. Est-ce que tu veux finir sur une carte postale ?» Et apparemment, les cartes postales, ça fait référence à une pratique qui a existé à cette époque en Amérique où ils pendaient des hommes, ou peut-être des femmes aussi d'ailleurs, noirs à des arbres et ils mettaient leurs cadavres en photo sur des cartes postales. Donc Molly rentre chez elle la mort dans l'âme, elle a toujours pas de lait, elle s'est fait agresser par l'épicier, par le vieux monsieur qui lui a dit que c'était trop dangereux, et elle se retrouve avec sa mère et sa grand-mère. Sa mère est en train de boire de la chicorée, c'est une forme de café, mais c'est une autre plante, c'est pas du café, c'est des racines, les chicorées, mais une fois que c'est dans une tasse, ça ressemble à du café. Et Molly, elle, met quelques grains de raisin dans ses flocons d'avoine. Et elle se dit, c'est bizarre parce que les raisins, ils se sont tout de suite enfouis au milieu de l'avoine qui est blanc. Elle dit, c'est comme 9 élèves au milieu de 2500 autres blancs. Et elle dit pourtant, elle rajoute des raisins à ce moment-là, et elle se dit pourtant, plus il y a de raisins, plus c'est bon. Et elle est plongée dans ses réflexions. Il faut voir qu'avant, elle a lu un papier qui traînait sur la table.
C'est un journal qui commençait par une petite fille noire qui s'était fait agresser par un homme blanc qui l'avait roué de coups et qui l'avait insultée, et par une déclaration du principal de l'école où elle veut aller, où il dit que lui, il est contre le programme de mixité raciale, mais il a été obligé d'accepter. Et le responsable pédagogique dit que de toute façon, les enfants n'auront droit d'assister qu'aux cours obligatoires, mais ils ne feront pas les sorties extrascolaires, ils n'auront pas le droit de participer au club de l'école. Visiblement, lui, il est contre aussi et il compte bien faire le minimum. Et puis soudain, il y a leur grand-mère, parce qu'elles vivent à trois. La mère et la grand-mère habitent avec Molly. On voit qu'elle a eu aussi un appel de son père qui était pour lui dire de ne pas y aller dans cette école. Donc on voit que son père est quand même encore dans la course, mais il ne vit pas avec elle. Et sa grand-mère entre, joyeuse, avec une voix chantante, en disant « Dieu est avec nous ». Et Molly regarde sa grand-mère dans sa longue chemise blanche, elle dit qu'elle a l'impression qu'elle sort d'une chorale de l'église. Et elle se dit qu'elle espère que sa grand-mère a raison, parce que pour l'instant, elle a quand même un peu l'impression que Dieu est plutôt du côté des Blancs. Et c'est comme ça que se termine cette deuxième partie.